Voilà, aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants qui sont Gérard Théron et Paul Kunzmann, deux ingénieurs qui ont fait leur carrière dans l'un au sein d'Airbus, Gérard Théron. Je crois qu'il a baigné dans les moteurs depuis, en même temps qu'il prenait les biberons, certainement, puisqu'il a commencé avec Concorde, pour terminer dans les derniers. Il a fait tous les avions de l'aérospatiale, c'est-à-dire Concorde, A310, A300, l'A320, le 330, le 340, et bientôt la TR-42 et le 72, ainsi que plus récemment le 350, et je crois qu'il a dû terminer dans les avant-projets de la 320. C'est dire que les questions d'énergie et de moteur, de motorisation sont bien son domaine d'expertise. Et il va nous parler donc des besoins en énergie du transport aérien et des sources alternatives. Et ensuite, Paul Kunzmann, qui lui est un ingénieur, je crois, des arts et métiers de Supaéro, qui a fait, pas la totalité, mais la partie la plus importante de sa carrière à l'ONERA, où il a occupé plusieurs postes de direction. Je pense l'un devait être la direction technique de tout ce qui concernait l'énergétique, puis ensuite la mécanique des fluides et l'énergétique. Il est au commissaire, comme vous le voyez, au conseiller à l'ONERA. Il est titulaire d'un certain nombre de prix, dont celui de l'Académie des sciences, le prix Plumet, si je ne me trompe. Il a eu aussi un prix Sciences et Défense, comment ça s'appelait ? Sciences et Défense, ainsi que la médaille Montgolfier, et c'est un expert internationalement reconnu. Donc je leur laisse la parole, et vous êtes dans de très bonnes mains. Voilà. À vous, messieurs. Deux mots Oui, permettez-moi au nom de la 3F, Association Aéronautique et Astronautique de France, vous dire combien nous sommes très honorés d'être en partenariat avec l'Académie ce soir pour cette excellente conférence, connaissant depuis très longue date, effectivement, les deux conférenciers. Nous sommes des anciens les uns les autres, donc nous savons parfaitement ce que valent les uns et les autres. Et je peux vous assurer, asseyez-vous bien et prenez plaisir. Voilà, merci. Bon, bonsoir bonsoir, et on va essayer de vous informer, ou du moins de vous donner quelques informations sur ce qu'est l'avion, les avions et dont ils ont besoin. Le premier point, c'est je vais mettre plus près d'une part, et ensuite bon, on se rend compte depuis un certain nombre d'années que tout le monde veut voyager, et ensuite les conditions économiques, l'amélioration des niveaux de vie en Europe, mais pas uniquement en Europe, a fait que de plus en plus de gens veulent voyager. Et on se rend compte qu'il y a eu une augmentation très importante du trafic aérien. Augmentation importante du trafic aérien, par définition, demande aussi du carburant, et on va voir ce qu'on peut faire. Et le problème qu'il y a, c'est que vous entendez tous parler du peak oil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura peut-être pas tout le carburant qu'on voudrait. Ensuite, des émissions à effet de serre, puisque on voudrait les limiter. Et ensuite, l'important aussi, c'est que pendant un certain temps, le coût du carburant a augmenté de manière très importante. Bon, maintenant, il est redescendu, mais quand j'ai écrit ça, il était encore assez élevé, et on parlera du fait de la montée et la descente. Donc, une fois qu'on aura chiffré le besoin, qu'on aura comparé avec ce qu'on pense être la production à 2035, 2050, on regardera s'il y a des énergies alternatives qui pourraient faire voler ces avions pour permettre aux gens de voyager. Donc, pour ma part, je vous proposerai la propulsion électrique, ce qu'on peut en penser, et deuxièmement, et l'hydrogène, on en a beaucoup parlé, on en parle moins maintenant, et ensuite, Paul vous parlera des carburants alternatifs, soit d'origine fossile, mais ce n'est pas très intéressant, et surtout des biocarburants. Donc, l'évolution du trafic aérien.
si on comptabilise l'évolution du trafic aérien en nombre de passagers multiplié par le nombre de kilomètres qu'ils font, on s'aperçoit qu'il a très très fortement augmenté depuis 1945 et jusqu'en 2012. En 2012, il atteignait 5,4 trillions, c'est-à-dire milliards, parce que ça c'est en anglais, de pax kilomètres, et avec une croissance de 4,9% par an. Alors l'évolution du trafic, il est lié essentiellement à la richesse du monde. C'est à peu près 1% du PIB qui est dépensé dans le trafic aérien, plus ou moins. On pourra... Et ensuite au coût du billet, c'est-à-dire que le coût du billet, le billet se partageant en deux parties. Le coût du billet hors carburant, c'est-à-dire les améliorations dans les aéroports, amélioration de tout ce qui n'est pas le carburant, et ensuite du prix du carburant qui varie beaucoup, et donc de ce fait, il faut penser que le prix du billet varie aussi en fonction du prix carburant. C'est évident que s'il y a des modifications très très rapides du prix du carburant, les compagnies aériennes n'ont pas le temps de répercuter, mais sur une longue période, elles vont le répercuter. Et ensuite, une fois on se dit, est-ce que ça va continuer à partir de 2012 Ça a continué, et en 2016, l'augmentation sera, il y aura 25% de plus de passagers en 2016. Et vous regardez en bas, l'accroissement du trafic est très très différent d'une région du monde à une autre. Le Moyen-Orient augmentera de plus de 50%. Ensuite suivi par l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, et le plus faible étant l'Afrique. Ça sont les prévisions, c'est les constatations et les prévisions de IATA. Donc aujourd'hui, au point de vue aéronautique, il faut se dire comment faire pour diminuer la consommation des carburants. Donc la première chose, c'est d'améliorer les avions. Alors aujourd'hui, le transport aérien utilise à peu près 2,3% des énergies fossiles et à peu près 6% du pétrole produit dans le monde. Alors là, j'ai présenté alors on ne voit pas le titre complet. Bon, ça veut dire c'est la répartition du carburant. Ça représente la répartition du carburant brûlé en fonction de la taille des avions. Alors vous avez en abscisse le rayon d'action et en ordonnée le nombre moyen de passagers transportés. La flotte actuelle de transport est de 25 000 avions à peu près, et la surface des cercles représente le carburant brûlé. Donc on s'aperçoit qu'il sera très important, si on veut diminuer le carburant brûlé, de s'attaquer aux avions qui sont les moyens courriers, aux longs courriers et aux gros avions. Alors, bon, vous avez lu, je suppose. Et par contre, gagner de l'efficacité sur les turbopropres n'apportera pas beaucoup de gains en volume de carburant, puisqu'aujourd'hui, il ne fait que 2,6% du total. Donc, l'effort d'amélioration des avions doit porter en priorité sur les avions de plus de 100 places et de rayon d'action moyen supérieur à 1500 km, c'est-à-dire en gros les A320 et plus gros. Donc maintenant, on a vu l'augmentation de trafic jusqu'à maintenant. Que peut-on penser de l'augmentation de trafic jusqu'en 2050? Alors là, j'ai tracé des augmentations possibles qui donnent l'augmentation possible en fonction de certaines prévisions économiques de l'OCDE de l'année dernière. Ensuite, en partant du principe, en disant que la productivité va continuer à augmenter, c'est-à-dire que le prix du billet hors carburant diminuera de 25% à cette époque-là, et que la consommation de carburant diminuera à peu près de 35%. 35-40%, bon, on n'est pas à 100% près. Hein. Donc, et ce dont on s'aperçoit, c'est que selon le prix du carburant, le trafic il sera multiplié entre 3,5 si le carburant est à $250 le baril,
et 5,3 s'il est... Non, 3,5, 5,3. Bon, vous le lisez. Et donc, quand on voit aujourd'hui qu'il est à 30 $, bon, on en parlera un peu plus tard. Bon, la seule chose qu'on peut penser, c'est qu'en 2050, il est probable que le pétrole sera rare et cher, et que le problème fondamental, c'est comment va-t-on y parvenir? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas parti pour prendre une direction linéaire jusqu'en 2050. Et donc, dans l'étude qu'on avait faite, qui faisait une prévision pour 2050, de comment voyait-on, l'Académie avait prévoyé un facteur de 3 avec une augmentation moyenne de PIB de 2,8%. Alors maintenant, on va essayer de regarder. J'ai découpé le temps en deux parties, jusqu'en 2035 et après 2035. La raison est la suivante, c'est que aujourd'hui, les types d'avions qui voleront jusqu'en 2030-2035, ils sont connus. Ils volent aujourd'hui, ils sont en fin de développement, ils sont connus et on connaît leur performance. On sait qu'ils consommeront, grosso modo, au niveau des avions, à peu près 15% de moins, on y reviendra après. Ils sont connus. En plus, on a les carnets de commandes. Les carnets de commandes des sociétés, des industriels, représentent à peu près 10 ans de production. Ce qui veut dire que, en incorporant les Chinois et les commandes chinois et japonais. Donc, j'ai essayé d'évaluer à quoi ressemblerait la flotte en 2035. Bon, en considérant une durée d'exploitation moyenne des exploitations de 21 ans, la transformation d'une partie de la flotte passager en cargo au bout de 15 ans, et ensuite, normalement, il reste 15 ans de plus en service, mais il vole moins. Et ensuite, on sait que le nombre de passagers augmente. Dans chaque avion, il y a plus d'avions, haute densité. Vous entendez parler de low cost. Et ensuite, on s'aperçoit aussi que le taux de remplissage augmente. Donc tout ça, ça va entraîner une augmentation du nombre de passagers. Et ne sachant pas trop quoi faire, hein. Bon, j'ai imaginé deux scénarios. Un scénario qui dit on va continuer jusqu'en 2030-2035 avec les cadences d'aujourd'hui, les cadences de production d'aujourd'hui. Et vous savez qu'elles vont augmenter, tous les constructeurs pensent augmenter les cadences de production et jusqu'en 2020. Et ensuite, le scénario 2, c'est utilisation des cadences de production qui sont prévues en 2020 et conservation jusqu'en 2030-2035. Donc ça représente à peu près un gros millier de moyens courriers, 300 longs courriers, après 747, 380 par an pour le premier, et augmentation de 300 avions pour le second. Le scénario. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme augmentation de trafic, tout ça? Vous avez en vert le scénario en conservant les livraisons prévues au-delà de 2020 et en orange les autres, en maintenant les livraisons actuelles. Et on peut comparer avec ce qui a été fait par IATA et ce qui est prévu dans les années suivantes par IATA. Et on s'aperçoit que la progression suit plus la première courbe que la seconde. Bon, jusqu'en 2014, c'est tout à fait normal que les deux courbes soient confondues, puisque ce sont les réels. Hein. Même jusqu'en 2015, ce sont les avions fabriqués qui ont été. Donc, normalement, en 2015, les deux scénarios doivent être identiques. Bon. Donc, et on s'aperçoit aussi, surtout, quand on compare ça, si on les compare avec ce qu'ont prévu les industriels comme trafic,
les deux scénarios sont plus faibles, donnent des valeurs plus faibles que ce que prévoient les industriels. Par exemple, Airbus là, a indiqué une augmentation à partir de 2015 de 4,6% par an. Bon, ça donne quelque chose que j'ai mis dans le ballon de rugby que vous voyez en haut. Hein. Je ne cherche pas, je ne suis pas à 2 ou 3% près. Hein. Bon, donc maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont consommer ces avions. Donc aujourd'hui, on va essayer de déterminer la consommation par passager. Alors, la consommation totale. Bon, la consommation par passager va s'améliorer pour deux raisons. On change les avions, on va remplacer des avions par des avions qui consomment moins. Ensuite, on s'aperçoit que même en nombre d'avions égal, il y a plus d'A321 que d'A319, plus de 737-900 que de 737 le petit, et si bien que le nombre, la consommation par passager va diminuer. Un A321 a une consommation par passager nettement plus faible que celle d'un A319, puisqu'il transporte pratiquement la même tôle, et c'est surtout au niveau du dénominateur qu'on augmente. Et ensuite, l'augmentation de la densité des low cost aussi, et les coefficients de remplissage. Donc tout ça, en utilisant tout ça, on s'aperçoit que l'augmentation de jet fuel devrait être multipliée par 1,8 et 2,3 selon les rythmes de production. Et les premières années sont cohérentes avec ce qu'a trouvé IATA, et on va arriver à des consommations de carburant, de jet fuel, de l'ordre de 550 à 560 millions de tonnes dans le scénario le plus élevé, et 460 ou 470 pour l'autre. Là, je parle de jet fuel, je ne m'occupe pas de savoir s'il est fabriqué, s'il y a du bio, comment il est fabriqué. Hein. C'est un liquide et il est fabriqué comme on peut. Et ensuite, on s'aperçoit que la consommation par passager diminuera en gros de 1,1 à 1,2% par an. Alors maintenant, on va essayer de comparer ça avec la production de carburant. Donc, première des choses qu'on regarde, les prévisions de production de pétrole. Alors c'est très intéressant, et j'ai trouvé cette planche très bien. Elle montre qu'en définitive, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a une grande dispersion des prévisions. Alors, elles sont effectuées par des institutions. Alors, IEA, c'est européen, EIA, c'est américain, OPEC, c'est l'OPEP. Donc, ça, c'est des institutions. Ensuite, des compagnies prévisionnelles. En général, elles sont plus élevées que la moyenne. Une raison fondamentale, c'est qu'ils n'ont aucune raison d'être pessimistes, parce qu'autrement, leurs actionnaires, ils perdraient des actionnaires. Ils n'ont aucune raison d'être trop optimistes, parce qu'autrement, la commission des opérations en bourse ne serait pas contente. Donc, je dirais qu'ils n'ont aucune raison de ne pas se placer à la marge supérieure de l'incertitude. Tous ceux qui ont fait un peu de modélisation, ils savent de quoi je parle. Après, il y a des auteurs indépendants qui sont souvent d'anciens dirigeants et spécialistes des compagnies aériennes. Des compagnies pétrolières, plutôt. Pétrolières. Alors là, il y a bien sûr les grincheux qui disent qu'après, à partir du moment où je suis parti à la retraite, ils ne trouveront rien, et ainsi de suite. Bon, vous trouvez tout. Donc, en gros, ça va de, si vous prenez le plus bas, qui ferait 25, et le plus haut, qui fait 115 millions de barils par jour, vous voyez un petit peu le rapport. Alors maintenant, où se trouver là-dedans, et quoi prendre comme chose. Sachant que d'abord, ils n'ont pas tous les mêmes connaissances, parce que je fais davantage de confiance au niveau de la connaissance aux grandes compagnies pétrolières qu'à un chercheur indépendant. Ensuite, quant à la volonté, la politique derrière, c'est un autre sujet, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, alors, je suis parti sur les consommations, sur les productions des compagnies pétrolières. J'ai choisi ça comme de base parce que c'était là que j'avais le plus d'informations, compte tenu de ce que je viens de dire. Alors là, si on prend par exemple l'exemple d'Exxon, mais vous avez la même chose sur tous les constructeurs, on s'aperçoit qu'en 2050,
Bon, les pics qu'ils ont aujourd'hui, ils seront ici. Ils produiront que ça. Donc la partie vert clair, c'est des réserves identifiées plus ou moins sûres. Mais ils font une cuisine pour attendre les sûrs et les moins sûrs. Et ils trouvent, ils disent qu'on va être là. Les deep water, c'est tout ce qui est très profond. C'est-à-dire 2-3 km sous les mers. Donc, et ensuite, les oil sands, c'est le pétrole qui est contenu dans les sables, c'est au Canada, par exemple, dans l'Alberta. Ensuite, vous avez les oil sands. Ensuite, le tight oil. Le tight oil, c'est la même chose que les gaz de schiste, mais c'est en pétrole. Ils marchent ensemble normalement. C'est le même principe, par fracturation, et après, le pétrole remonte. Ensuite, il y a une partie qui augmente de plus en plus, c'est la partie de pétrole qui devient liquide, le produit qui devient liquide quand on fait de l'exploitation de gaz. Il y a du gaz qui sort, et à la pression ambiante, une partie du gaz se transforme en liquide. Et c'est cette partie-là qui est de plus en plus récupérée. Ensuite, il y a les autres. Les autres, vous avez tout ce que vous voulez, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps. Et après, voilà les biofuels tels qu'ils les estiment. Je ne vais pas commenter, je laisserai Paul dire ce qu'il en pense. Donc, la première des choses, c'est que si on les prend toutes, elles sont toutes cohérentes. Quand même, jusqu'en 2000, bien sûr, elles sont cohérentes, mais grosso modo, elles sont cohérentes et elles sont nettement supérieures à la moyenne, surtout à partir de 2030, à la moyenne je ne vais pas dire de la queue de cheval que je vous ai montré au départ. Donc, alors, mais le problème, c'est que ces prédictions-là qui étaient faites, je n'en ai pas parlé, c'était des prévisions qui étaient faites sans aucune contrainte technologique, c'est-à-dire qu'ils pensaient, quand ils perçaient, ils pensaient en trouver, ils n'allaient pas être limités par la technologie, et ils n'avaient aucune limite aussi d'investissement. C'est-à-dire ils mettraient l'argent qu'ils ont et qu'il faudra pour pouvoir obtenir ces chiffres-là. Donc ces chiffres-là, c'était du temps où le pétrole était à 100 dollars le baril, où on pouvait creuser la terre, et même si le prix de revient était à 70 ou 60 dollars le baril, on continuait à faire des bénéfices. Ce n'est plus le cas. Et maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que depuis 2015, début 2015, 200 milliards d'investissements ont été gelés. Donc, que deviendront ces courbes-là? Je n'ai pas encore vu de publication puisque c'est relativement récent. Hein, et donc, alors normalement, je dirais, si ça doit porter, comme on peut penser quand même que le pétrole va augmenter, il ne va pas rester à ce niveau-là. Donc, à la limite, ça baissera un petit peu le niveau dans les années 2020-2030. Et s'ils réinjectent l'argent ensuite, ça ne devrait pas changer grand-chose au-dessus de 2050 si le pétrole revient à ces prix-là. Mais il y a un pétrolier qui a des idées saugrenues. Il a dit, moi j'ai fait un second scénario qui est au cas où des questions environnementales, politiques, faisaient que on ne puisse pas développer tout ce qu'on veut. Alors il a fait un second scénario et qu'ils appellent Montaigne, l'autre s'appelait Océan, le classique. Et là c'est le Montaigne. Et vous voyez qu'il prévoit une décroissance beaucoup plus rapide de la production de pétrole. Et en dehors de ça, quand vous lisez la littérature, je suppose que beaucoup l'ont lu, en absence de mise en œuvre généralisée de capture et de séquestration de carbone et de CO2, un scénario de stabilisation de la concentration de CO2 à 450 ppm en 2100, c'est à peu près cohérent avec nos 2 degrés, il demanderait que les 2/3 des réserves connues aujourd'hui d'énergie fossile soient inexploitées en 2050. Et
bon, il y en a qui ont fait des savants calculs, ils disent l'essentiel, et ce n'est pas normal non plus, compte tenu des performances énergétiques de ça, c'est ceux qu'on ne devrait pas exploiter seraient composés à 80% de charbon, 50% de gaz et 33% de pétrole. Donc les courbes sans aucune limite dont on parlait au départ, on peut craindre que ce ne soit pas le cas. Alors là j'ajoute, parce que quand j'ajoute, quid, ça ne se voit pas, c'est dommage qu'on ne puisse pas revoir plus rapidement. Bon, l'impact de la COP 21, parce que derrière ça, la COP 21, elle veut diminuer les émissions de serre. Quel est l'impact que ça aura? Donc, vous sortirez avec au moins 2 questions. Maintenant, le problème du jet fuel. Alors, on a du pétrole, mais ce n'est pas tout. Nous, on veut du jet fuel. Donc, du pétrole, on fait du kérosène. Mais le jet fuel, il représente 80% de la production de kérosène, du kérosène produit. Les autres 20% sont utilisés comme pétrole lampant pour chauffer, en particulier dans les pays en voie de développement, pour chauffer les maisons, pour chauffer la cuisine, et plus d'autres, ils servent aussi de solvant, et ils servent aussi pour mélanger avec du diesel l'hiver quand il fait trop froid. Donc, le jet fuel ne pourra pas représenter l'ensemble du kérosène. Alors, qu'est-ce que c'est que le kérosène? Le kérosène, c'est quand vous avez du pétrole, vous le chauffez à 350 degrés, et ensuite, il monte dans une colonne, il se refroidit, et au fur et à mesure, il se refroidit, au fur et à mesure, en fonction de la température, il y a le fuel lourd qui commence à sortir, puisqu'il va rester liquide au-delà de 250-300 degrés. Ensuite, le diesel, donc, qui sort. Ensuite, le kérosène. Et le kérosène correspond à une différence de température de 175 à 275 degrés. C'est à peu près qui va dans les avions. Ensuite, c'est les naphtas. Ensuite, le fuel pour l'essence pour les voitures. Donc, on ne pourra pas facilement utiliser tout le pétrole pour faire du carburant pour avion. Parce que le carburant, c'est des hydrocarbures. Les premiers, c'est des CNH2N, N+2, c'est-à-dire que le plus léger, c'est le méthane CH4. Et ensuite, à ce niveau-là, vous avez des C20H42, oui c'est ça, si je calcule bien, et autres. Tandis que là, quant au kérosène, c'est plutôt du H12C24, c'est-à-dire 12 atomes de carbone pour 24 atomes d'hydrogène. Et en plus, le carburant, le jet fuel, est très normalisé pour des questions de sécurité, parce que quand on remplit le réservoir, on veut être sûr d'aller au bout, et faire toute la mission. On veut être sûr de faire toute la mission. Donc, il y a des limites de pouvoir calorifique, il y a des limites de densité, il y a aussi des conditions de sécurité. Donc, ces sécurités, il ne faut pas qu'ils deviennent liquides, solides, pour les températures supérieures à moins 47 degrés, et il sert aussi à lubrifier et à livrer. Et ensuite, surtout, il faut penser que cette production doit rester pérenne pendant 70 ans, entre le moment où on prévoit de construire un avion et au moment où le dernier avion sort d'un service, il y a 70 ans. Donc, selon le scénario de livraison, la production, en gardant constante le non aéronautique, la production de jet fuel devrait aller entre 540 et 630 millions de tonnes, à peu près.
Et là, je n'ai pas loupé quelque chose, hein, si. Et ensuite, et en bas, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que, ce qu'on pouvait tirer comme kérosène du pétrole, c'est à peu près 10% de la masse totale de kérosène, de pétrole plutôt. Ce qui veut dire que on s'aperçoit que ce ratio, pour pouvoir suivre la demande, il faudrait qu'il monte au-dessus de 10%, 10-12%. Et pour ça, il faut s'occuper et faire quelque chose. On ne peut pas rester dans le business as usual, on ne peut pas rester dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faudra investir dans les raffineries pour augmenter la coupe kérosène, c'est possible. Paul en parlera. Espérer le succès des rationalisations de trafic, c'est-à-dire qu'on perde moins de carburant en attente et autres choses de ce type-là, et après fabriquer des carburants alternatifs. Au-delà de ce 2050, de toute manière, comme on a dit, il faudra que le trafic continuera à augmenter. Malgré une augmentation des avions, donc prévision plutôt d'amélioration des avions de l'ordre de 15 à 20% par siège, la demande en carburéacteurs sera supérieure à la production à ce moment-là. Et ensuite, si on veut augmenter le pourcentage de jet fuel au milieu qu'on sortira du pétrole, il est évident qu'on se heurtera aux besoins du transport routier, qui lui aussi, il suffit de regarder le nombre de voitures qui augmente en Chine, en Inde, augmente beaucoup malgré les augmentations de leur performance. Alors comment faire? Il peut y avoir des contraintes de plusieurs ordres. Premièrement, on peut limiter la production de pétrole et autres énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique. La question, c'est de trouver qui va le faire. Et ensuite, arbitrer entre le développement du transport aérien et les autres moyens de transport, en disant qu'il vaut mieux le transport aérien est plus intéressant que le reste pour des retombées dont on pourrait parler. Mais qui c'est qui va le faire? Donc la question, c'est aura-t-on des carburants alternatifs pour pouvoir continuer à voyager? Donc, deuxième sujet, j'ai regardé un petit peu l'électrique, tout le monde en parle. Alors la première chose qu'on regarde, que j'ai fait, c'est une planche de Paul, ça. On prend les valeurs théoriques des batteries modernes. Parce qu'on entend beaucoup de valeurs. Et on prend les valeurs théoriques, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on prend un lithium-ion, la valeur théorique est de 387 Wh par kilo, c'est-à-dire que la capacité est de cette valeur. Et on se dit, si on peut avoir une lithium-air qui n'existe pas encore, qui est en cours de développement, on n'est pas encore là, ça serait intéressant parce qu'on pourrait presque augmenter dans un rapport de 8. En le regardant comme ça, et entre-temps, on peut passer par les autres. Donc, ça, c'est la première des choses à faire, c'est regarder les valeurs théoriques au-dessus. Et ça sort de la table de Mendeleïev. On ne pourra pas aller au plus haut que ça. Hein. Alors après, on se dit maintenant, on prend l'expérience automobile. À l'automobile, vous avez ils utilisent, en particulier la Nissan Leaf et le Kangoo, utilisent de lithium-ion avec qui a une densité théorique, une énergie spécifique théorique de l'ordre de 387. Et donc, pour faire 387, il faudra 1 kg. Mais maintenant, c'est la valeur théorique et ça ne prend pas en compte beaucoup de choses, en particulier l'enveloppe, ça ne prend pas en compte non plus l'électrolyte, ça ne prend pas en compte les connexions, ça ne prend pas en compte beaucoup de choses. Et donc, quand on regarde au niveau même de la cellule, on passe de 387 à 157. C'est-à-dire qu'on multiplie, pour avoir les 387 Wh, et on va multiplier la masse par 5. Alors après, il y a plusieurs conditionnements de cellules.
Alors maintenant, on veut monter ça sur une voiture. Mais sur une voiture, il faut quand même mettre un pack batterie, c'est-à-dire qu'il faut mettre des cadres, il faut compiler des cellules les unes à côté des autres, il faut aussi les commander, il faut mettre des connecteurs, il faut aussi refroidir parce que ça chauffe ces affaires-là. Et de temps en temps, il faut réchauffer pour d'autres. Et après, il faut des capteurs de tension pour savoir si ça marche bien. Il faut des capteurs de température pour savoir si ça ne chauffe pas. Après, il faut commander la commande et la gestion du pack batterie. Bon, là, ce n'est qu'un résumé. Il y en a une page entière. Donc, on arrive à ce moment-là, à 87, c'est-à-dire qu'on a multiplié la masse de 4,5. Donc, si on était parti, quand on est parti de notre valeur théorique qui disait que pour 387 Wh, il fallait 1 kg, maintenant, il en faut 4,5. Et on pourrait faire la même chose sur les volumes. On trouverait des valeurs aussi qui sont équivalentes. Alors maintenant, est-ce que c'est fini? Mais non, ce n'est pas fini. Parce que quand on lit les petites lignes, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vider complètement la batterie. Il faut toujours garder 10% d'un côté et 20% de l'autre. Donc, c'est ces valeurs-là, il faudrait encore les diminuer d'autant. Ensuite, quand il fait chaud, qu'il fait froid, ça n'a pas la même performance. Alors, c'est plutôt pas important sur une voiture, on accélère un peu moins. Mais pour faire un décollage sur un avion, si on a embarqué les passagers derrière, il faut quand même être sûr de la poussée qu'on va avoir au décollage. Donc, ensuite, c'est aussi, selon la rapidité de décharge, on s'aperçoit que les performances ne sont pas les mêmes. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il va falloir prendre des marges. Avant de faire un avion, il va falloir prendre des marges au-delà de celles dont on a parlé au départ. Donc, c'est ce que je dis. Bon, premièrement, les valeurs théoriques, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, c'est des valeurs théoriques, donc qui sont bonnes à 20 degrés sur une paillasse de labo, mais que les réellement disponibles, elles sont différentes dans ce rapport-là. Et il faut faire attention. Alors maintenant, on se dit un avion. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un avion? Un avion, c'est stupide. Ça va très haut. Ça va dans des zones où il fait très froid, dans des endroits où il fait très chaud. Donc, il faut qu'il soit capable, il faut que ces batteries soient capables de faire travailler l'avion, faire avancer l'avion quand il fait moins 54 degrés au sol, moins 80 degrés C en altitude, plus 55 degrés au sol, et des pressions qui vont de 1,09 à 0,147 bar. Donc ça, il faut que ça fonctionne dans ces conditions-là. Et bon, on va venir un peu plus loin, on reviendra. La sécurité aussi. Un avion, il ne faut pas qu'il y ait le moindre système qui ait une probabilité de panne catastrophique par milliard d'heures de vol. Donc, il va falloir s'occuper de doubler, tripler, quadrupler le système. Et ensuite, un avion, quand il atterrit, il a encore 1 heure de vol derrière lui. Alors, on se dit, mais il y a des avions qui volent. L'IFAN, que vous avez entendu parler. L'IFAN, oui, compte tenu de sa définition, compte tenu de ses caractéristiques, il pourra bien voler 1 heure. Quand on fait un rapide calcul de performance, il volera à peu près 1 heure. Je ne sais pas si c'est 50 minutes ou si 1h10, je ne peux pas vous dire. Mais le fait de dire qu'il pourra très facilement traverser la Manche, sans problème. Donc, bien sûr, à condition que les hypothèses qui ont été faites marchent toujours. On attend la fin des essais en vol pour savoir s'ils n'auront pas de problème avec les batteries. Deuxième sujet. Alors maintenant, on s'est dit comment on va faire. On va voir pour aller à l'avion régional, un ATR-42 par exemple. On fait le même calcul. Je vais rapidement. On s'aperçoit qu'il faudrait l'avion qui fait 16 tonnes de masse au décollage. C'est le premier ATR, celui qui était le moins performant de la série. Il faudrait 54 tonnes de batterie, ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup parce que, d'abord, on ne sait pas où les mettrait, mais en plus, il faudrait redessiner l'avion. Donc, hein? Non, il n'y a plus de risque, il ne décolle plus. Donc, mais non, de toute manière, ce qui veut dire qu'après, il faudrait faire, on pourrait faire. Alors,
quand on est ingénieur, donc on est stupide, on se dit, mais quel est l'ordre de grandeur qu'il faudrait pour que on puisse faire un avion? Alors très rapidement, d'abord, pour pouvoir faire décoller l'avion aux masses caractéristiques d'aujourd'hui, il faudrait que la puissance, l'énergie massique soit de 7500 Wh par kilo. Tout à l'heure, on en a parlé de 3500 une fois. Bon. Alors on continue, et en gros, on s'aperçoit que quand on veut faire ça, tout le système, en faisant un rebouclage d'avion, c'est-à-dire que comme il est plus lourd, on va y mettre un peu plus de surface. Comme il met un peu de surface, il va peser davantage. On va y mettre un moteur plus gros, et ainsi de suite. On boucle ça, et on s'aperçoit que de toute manière, si la puissance, l'énergie spécifique est inférieure à 1500 Wh par kilo, on ne boucle pas, on diverge. Donc, ce n'est pas un problème. Mais par contre, on pourrait dire que si on était dans une zone de 4000, là, peut-être, en faisant un avion différent, on arriverait bien à faire quelque chose. Alors maintenant, je reviens aussi pour le domaine de vol. Et le domaine de vol étant celui-là, la décharge des batteries, on pourrait décharger uniquement dans cette zone-là. Parce qu'après, il fait trop froid, ils ne veulent plus décharger. Les batteries ne marchent pas, pour des raisons. Alors, il y en a une page entière dans Business Battery Academy, vous trouverez. Et quant à le charger, pour faire la charge de la batterie, ce serait dans cette zone-là. Alors, ce n'est pas très important pour un avion du type petit avion, parce qu'on peut le mettre dans le hangar. Donc, on pourra toujours charger en le mettant dans le hangar. Mais les gros avions, on ne pourra pas les mettre dans les hangars. Donc, ce qui veut dire que, et ce n'est pas impossible non plus, il suffirait de brancher la batterie, la batterie qui chaufferait d'abord, et ensuite on s'en occuperait. Donc, en gros, on se dit, on n'arrivera pas à le faire marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre des batteries? On est aujourd'hui à, si on prend 3500 par exemple, si on y ajoute le packaging et le reste, on descendra grand maximum à des valeurs de 210, 210, 250, 200, je ne vais pas mettre de valeur particulière, de wattheure par kilo. On est bien loin du besoin. Il y a un ordre de grandeur en définitive. Donc en clair, vous avez compris que je n'attends pas grand-chose des batteries. Deuxièmement, hydrogène. Hydrogène, là aussi, on en a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est léger. Donc on peut dire, comme c'est léger, on va pouvoir faire gagner de la masse. Mais quand on discute avec les gens qui utilisent l'hydrogène, les gens de Safran, qui est aussi bien moteur que lanceur, ils disent qu'il faudrait avoir multiplié par 10 à peu près, la masse du réservoir doit être égale à 10 fois la masse du contenant. Donc c'est que 3 fois plus léger, mais il faut multiplier par 11 pour avoir la masse totale combustible plus réservoir. Donc ça ne marche pas. Et en plus, on peut ajouter le fait que, par exemple, il faudrait plusieurs heures à Toulouse pour pouvoir faire le plein de l'avion qui vient de Paris. Pour revenir, pas faire le plein, faire le niveau. Donc, en gros, moi, je saute cette planche parce qu'il faut gagner du temps. Et en gros, l'hydrogène ne pourra jamais propulser les avions. Parce qu'il y a les problèmes de sécurité dont je ne me parle même pas. Comme disait maintenant, Paul, il va essayer de nous dire que des choses peut-être plus réalistes, avec quoi on peut remplir notre réservoir pour aller plus loin. Merci Gérard. Donc bonsoir. Pour ma part, je vais me focaliser sur la possibilité de fabriquer des carburants alternatifs au jet fuel. Donc je vais passer en revue les besoins et vous expliquer actuellement quelle est la situation. Pour résumer, on sait produire ces carburants à partir de différentes ressources primaires, mais on ne sait pas les produire en quantité.
Et je vais vous expliquer ça progressivement. D'abord, qu'est-ce que c'est que le jet fuel? Là, je vais passer rapidement puisque Gérard en a déjà parlé. Ce n'est pas une espèce chimique pure comme l'hydrogène ou le méthane. C'est un mélange d'hydrocarbures liquides. Alors, ces hydrocarbures, ce sont essentiellement des paraffines, des alcanes, on appelle ça en chimie, qui sont linéaires ou branchés. Les alcanes représentent à peu près 75 à 90% d'un jet fuel classique. Donc, sur ce diagramme tridimensionnel, vous avez les espèces chimiques, le nombre de carbone dans les molécules et la proportion en masse. Donc, vous voyez que ces hydrocarbures les plus fréquents ont un nombre de carbone qui va de 9 à 15. Et vous trouvez tous ces hydrocarbures un peu exotiques, des aromatiques, des naphthènes, des dinaphthènes, etc. Et un peu de soufre, puisque actuellement le jet fuel n'est pas désulfuré. La croissance du trafic aérien a été présentée par Gérard. Ça va donc se traduire par une demande accrue de jet fuel. Alors, actuellement, on a autour de 6%, 6,5% de production de jet fuel à partir du pétrole. Sans modification importante des souffleries, on pourrait atteindre 10%. Si on pourrait aller au-delà, si on faisait de l'hydrocraquage des coupes lourdes, mais il faudrait modifier les raffineries et ça coûterait également assez cher dans la mesure où il faut faire appel à l'hydrogène. Et ça suppose aussi que les autres utilisateurs du pétrole acceptent de baisser leur utilisation du pétrole, hein, puisque le kérosène, ça se situe entre la production des essences et la production du gazole. Donc il y a des arbitrages qui devraient être faits. Alors historiquement, je vais passer rapidement, on a toujours cherché des carburants alternatifs, soit pour des applications militaires, soit dans le domaine civil après chaque choc pétrolier. La recherche sur ces carburants alternatifs s'est accentuée à partir des années, du milieu des années 80. Bon, je présente ça sous forme de défi, mais Gérard en a déjà parlé. Donc, anticiper la déplétion des ressources fossiles. Donc, la production de pétrole va certainement passer par un plateau, puis ensuite redescendre. Limiter l'impact sur le climat du trafic aérien, malgré l'augmentation du trafic. S'affranchir géostratégiquement des importations de pétrole. Alors c'est très important pour les pays qui ne produisent pas de pétrole. Et puis il faut penser aussi à réduire la facture de carburant des compagnies pétrolières, puisqu'elle était très importante lorsque le pétrole avait un prix très élevé. On pourrait ajouter d'ailleurs un autre défi dont on parle peu mais qui existe également, c'est proposer à l'agriculture de nouveaux débouchés. Mais on verra plus loin que l'agriculture a certainement des idées dans ce sens-là, mais certainement pas au niveau des carburants. Donc c'est les militaires aux États-Unis qui ont d'abord lancé l'initiative pour fabriquer des carburants alternatifs. C'est donc le défi des trois. L'année dernière, en prévision de la COP21, on a beaucoup parlé des carburants alternatifs, mais en réalité, lors de la COP21, on n'en a pas parlé, puisque la question a été retransmise à l'OACI, qui doit se réunir pour son assemblée générale en septembre prochain. Et puis aujourd'hui, le pétrole étant, le bruit du baril de pétrole étant bas, on parle beaucoup moins de la déplétion des ressources fossiles et du coût du carburant. Alors, un point très important, c'est que la communauté aéronautique a adopté un concept qui s'appelle drop-in,
qui consiste à rechercher des carburants alternatifs qui peuvent se substituer en partie ou en totalité au jet fuel conventionnel, c'est-à-dire qui peuvent être mélangés avec lui sans problème, sans aucun impact opérationnel, sans modifier les infrastructures d'approvisionnement, au niveau des aéroports par exemple, sans modification des avions et moteurs existants en cours de développement. Alors, l'explication est assez simple. D'abord, la sécurité, Gérard l'a bien rappelé. Le jet fuel conventionnel produit à partir du pétrole, c'est un produit qu'on connaît très très bien, dont la logistique est très bien maîtrisée, qui a une qualité harmonisée dans tout le monde, c'est-à-dire qu'on trouve la même qualité de produit, que ce soit à Tokyo, en Chine ou à Paris, d'excellentes propriétés physico-chimiques et une bonne compatibilité avec les matériaux et les technologies. Bon, donc on va chercher à fabriquer un carburant qui sera très proche du jet fuel conventionnel, mais à partir de nouvelles ressources primaires. Et essentiellement, on le verra, à partir de la biomasse. Bon, je ne vais pas détailler ce tableau, je vais surtout insister sur les caractéristiques principales. Le PCI, pouvoir calorifique inférieur, c'est la chaleur de réaction du jet fuel avec l'air. Donc là, son PCI doit être équivalent, au moins équivalent à celui du jet fuel conventionnel. La densité, qui doit se situer dans un certain intervalle. Le PCI et la densité, conditionnant le rayon d'action des avions. Lorsqu'on monte en croisière à 11 000 mètres, on rencontre une atmosphère qui est très froide, moins 56 degrés C. Il ne faut pas que le carburant gèle dans les réservoirs. Donc on demande des propriétés thermophysiques à froid, jusqu'à moins 47 degrés C. Également une viscosité qui permette de le pomper. Après, il y a d'autres problèmes. La stabilité thermique, c'est pour éviter que le carburant se décompose dans les injecteurs des moteurs, ce qui ferait de la coquefaction. Et le point clair, c'est un problème de sécurité. Donc, il y a un cahier des charges qu'on considère comme plutôt exigeant et des caractéristiques, d'autres caractéristiques qui ne sont pas spécifiées par les constructeurs, mais qui sont liées, par exemple, à la courbe de distillation et au problème d'allumage-rallumage. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, l'Académie de l'air et de l'espace, l'Académie des technologies ont émis un rapport, ça devait être en septembre 2015, qui détaille un peu tous ces problèmes. Alors, une question qu'on s'est posée au départ, est-ce qu'il est possible d'utiliser les carburants routiers, les carburants alternatifs routiers, hein, vous savez que dans ces carburants, on peut mettre de l'éthanol ou ce qu'on appelle le TBO, éthyltertiobutylester, pour lorsqu'on utilise de l'essence, ou on a également ce qu'on appelle des biodiesels ou du diester en France. Alors, à partir de cette expérience, on a fait un certain nombre de bilans, bilan énergétique, bilan environnemental, bilan économique. On s'est aperçu que bon, ce n'était pas toujours très évident de montrer qu'il y avait des gains. Pour utiliser ces filières sur les avions, d'abord, il y a un problème pour la filière dite éthanol, c'est que le pouvoir calorifique inférieur de l'éthanol est 35% inférieur à celui du jet fuel. Et on verra que ça peut avoir des conséquences intéressantes. La filière biodiesel, c'est l'estérification d'huile végétale. Colza étant le seul en France. Malheureusement, les caractéristiques à froid sont tout à fait insuffisantes. Alors j'ai emprunté cette planche imagée à Airbus. Donc on considère un trajet entre Lisbonne et Rio de Janeiro, ici. Bon, évidemment, l'avion utilisant le jet fuel fait le vol sans problème. Si on utilise la filière éthanol, eh bien, comme le PCI est très inférieur à celui du jet fuel, ben, l'avion va s'arrêter ici. Donc il faudra que les passagers terminent à la nage, ce qui est assez désagréable. Si on utilise ce qu'on appelle un
FEM, ça veut dire fatty acid méthylester. C'est ce qu'on utilise pour les voitures. Eh bien, comme s'il n'y a pas de limitation du niveau de vol, il va monter en altitude, et puis à un moment, le carburant va geler dans les réservoirs, et puis il va s'arrêter là, ce qui est un peu triste. Si on veut le faire voler un peu plus bas pour éviter ces problèmes de température, ben, il arrivera ici. Et puis, évidemment, si on prend un carburant alternatif, ici c'est un gaz to liquid formé à partir du gaz naturel, on n'aura aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un carburant aéronautique alternatif? Des propriétés physico-chimiques qui sont comparables à celles du jet fuel, reproductibles. C'est le concept d'hydropile. Il faut les produire de façon renouvelable, c'est-à-dire sans épuiser les ressources fossiles, et durable. Alors, derrière durable, il y a toute la définition du développement durable. Le développement durable, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins présents et qui n'handicape pas les générations futures pour la satisfaction de leurs propres besoins. Donc, un gain environnemental, il faut le démontrer par une analyse du cycle de vie, et un prix compétitif. Alors, le carburant aéronautique étant international, il faut le certifier. Alors actuellement, la certification se fait dans une société américaine qui s'appelle la STN, au travers de différents comités et sous-comités. Mais dans ces comités et sous-comités, il y a des représentants de tous les pays, y compris de la France. Et la STM génère des normes dont le nom est indiqué ici, mais ne couvre pas un certain nombre de points comme la viabilité économique des filières, les mécanismes d'aide au développement, mécanismes économiques d'aide au développement des filières. Alors voilà comment ça se passe. Rapidement, il y a un processus très progressif. On commence par déterminer les spécifications du produit. On fait ce qu'on appelle le fit for purpose, c'est-à-dire qu'on voit la compatibilité avec l'utilisation qu'on en prévoit. Il y a des essais de composants, il y a des essais sur moteur. Alors vous voyez, tout ça, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, 1 an, et c'est assez cher. Et puis ensuite, il y a un rapport, et on soumet ça à ce qu'on appelle les OEM, c'est-à-dire Original Equipment Manufacturers, les grandes sociétés. Donc vous retrouvez ici le nom, et puis il y a un vote. Si ça ne marche pas, on fait une boucle, etc. Donc c'est long. C'est long, c'est complexe, c'est coûteux, comme montré à droite, mais c'est fiable. C'est comme ça que ça marche actuellement. Alors, les grandes organisations internationales ont pris des engagements pour, et vous allez voir que ça impacte les carburants. Alors des engagements sur certaines périodes, par exemple jusqu'à un peu plus de 2020, et puis ce qu'on appelle des aspirational goals, c'est-à-dire des cibles, hein, notamment lorsqu'on s'approche ici de 2050. Alors vous avez IATA, qui est l'association des compagnies aériennes, qui a émis un certain nombre d'engagements en 2009, et ATAC, c'est l'Air Transport Action Group, qui réunit des industriels. Donc un engagement pour un gain annuel d'efficacité exprimé en consommation par passager kilomètre de 1,5% par an. À partir de 2020, il faudrait que la croissance du trafic se produise sans augmentation des émissions de carbone. Et en 2050, et c'est là que c'était un petit peu plus problématique, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 50% par rapport à 2005. Bon, c'est quand même très ambitieux. L'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, a des objectifs un peu comparables, un peu supérieurs pour l'efficacité. Même chose pour
le Carbon Neutral Growth. L'Europe communautaire a émis également ce qu'on appelle un Fly Pass 2050 et elle voudrait qu'on puisse produire 2000 mégatonnes de biojet. Biojet, c'est un carburant alternatif fabriqué à partir de la biomasse d'ici 2020. Les États-Unis sont un petit peu plus ambitieux. Donc le problème que je me pose, est-ce qu'on va arriver à tenir ces objectifs, notamment au niveau environnemental? Alors, le problème du gain environnemental des carburants conduit à faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, ça consiste à déterminer les émissions de gaz carbonique dans toute la chaîne d'élaboration du carburant et également de faire un bilan sur les dépenses énergétiques qui elles-mêmes se traduisent parfois par des émissions de CO2. Alors, on procède en deux étapes. Une première étape, c'est ce qu'on appelle well to tank, c'est-à-dire du puits au réservoir. Et pour les avions, du réservoir au sillage. Donc alors, lorsque vous utilisez des biocarburants, eh bien, vous profitez de la photosynthèse. La photosynthèse est gratuite. Et d'autre part, la photosynthèse capte le CO2. Donc vous avez ici quelque chose d'intéressant, puisque le CO2 que vous allez capter, ensuite vous allez le libérer dans l'atmosphère lorsque vous ferez la combustion. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie unique pour les ACV, d'où des résultats très dispersés. Donc actuellement, il y a des réflexions qui sont en cours au niveau européen, mais aussi au niveau de l'OACI, pour avoir une méthodologie qui soit acceptée par tous les pays. En plus, se superpose à ça certaines directives européennes sur les critères de renouvelabilité, ou de durabilité, pardon, c'est la bonne traduction. Et il faut démontrer qu'un gain de CO2 supérieur à 60% pour ces nouveaux carburants à partir de 2018. Alors c'est un petit peu illogique dans la mesure qu'on n'a pas encore la méthodologie, mais on annonce les objectifs. Mais ça... Alors, est-ce qu'on peut faire beaucoup de différentes solutions pour faire des carburants nouveaux? La référence, c'est le pétrole. On peut utiliser des pétroles non conventionnels, mais au niveau des émissions de CO2, c'est une catastrophe. Si on n'utilise pas la capture et le stockage du carbone, du CO2 plutôt. Gaz et pétrole de schiste, là j'ai mis un point d'interrogation, en tout cas en France, c'est interdit. Le charbon, c'est une horreur. Et les gaz naturels, c'est à peu près équivalent au pétrole conventionnel. Alors, il y a des problèmes. Alors, la biomasse, c'est ce qui semble le plus intéressant potentiellement. Il y a des réserves qu'on estime importantes, mais on verra qu'elles ne sont pas illimitées. Les émissions de CO2 sont beaucoup moins fortes. Certains pays, comme le Brésil, basent leur stratégie là-dessus. Mais on verra qu'il y a d'autres problèmes, le prix est élevé et les concurrences d'usage sont nombreuses. Alors, on peut classer les biocarburants. Alors, il n'y a pas d'accord général, mais il y a une classification en France qui utilise la première génération, c'est les carburants routiers. On utilise les graines, les substances de réserve. La deuxième génération, les substances de structure, c'est-à-dire les tiges, les feuilles, les déchets végétaux. Et une troisième génération qui utilise des micro-organismes comme les microalgues ou fait de la conversion biochimique. On peut utiliser également faire une classification par type de ressources en utilisant l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture. Alors, lorsqu'on fait un bilan des ressources de biomasse utilisables, finalement, il y en a 4. Les huiles, et qui sont déjà utilisées pour certaines d'entre elles pour l'alimentation. Des espèces un peu particulières qui sont non alimentaires, dont on parle de temps en temps, par exemple le Jatropha curcas, la caméline qui est déjà cultivée en Espagne et en Roumanie, et d'autres. Plus les halophytes qu'on peut faire pousser sur des
sur des terrains salés. On peut faire des huiles à part des microalgues ou d'algues, et on peut utiliser des huiles de friture usagées. À part les huiles, vous avez les sucres, plus généralement les hydrates de carbone, les polysaccharoses, les bois. Alors le bois est constitué de des sucres, la cellulose, l'hémicellulose, et une espèce de polymère qu'on appelle la lignine. Et la quatrième famille de ressources, ce sont les alcools. On peut utiliser aussi les déchets végétaux et municipaux ou les gras animaux non comestibles. Alors, j'ai résumé ici les principales technologies de transformation. La plus brutale consiste à casser les molécules de départ en chauffant et sous pression, donc à former ce qu'on appelle un gaz de synthèse, qui est un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Ensuite, on fait passer ce gaz de synthèse dans un réacteur chimique qu'on appelle Fischer-Tropsch. C'est le nom des inventeurs et ça date des années 1920. Vous voyez que ce n'est pas récent. Et ce réacteur catalytique fabrique un mélange de paraffine ou d'alcane. Et ensuite, on fait des étapes finales d'isomérisation, d'hydrocracking pour avoir le carburant qu'on veut. C'est ce qu'on appelle la filière XTL, X pouvant être C si on parle du charbon, G si on parle du gaz, B si on parle de la biomasse, et W si on parle de déchets. On l'appelle aussi SPK. Vous avez la traduction ici. Il y a d'autres filières un peu plus compliquées. Et puis vous avez une filière très importante qui s'appelle EFA. Et ça, EFA voulant dire Hydroprocessed Ester and Fatty Acid. Donc on part d'acide gras à nouveau et on fait un traitement par l'hydrogène. Il y a également en développement des technologies biochimiques qui sont très intéressantes par voie fermentation, par exemple. Alors, elles sont intéressantes parce qu'elles nécessitent beaucoup moins de chaleur, beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de pression. Donc le bilan peut être tout à fait intéressant. Bon, je n'ai pas l'ambition de vous commenter toutes ces lignes, toutes ces différentes filières. C'est une synthèse que j'ai empruntée à des collègues de SNICMA. Mais vous avez ici les ressources, les différentes ressources qu'on peut utiliser, les différents procédés chimiques ou biochimiques, thermochimiques ou biochimiques, et éventuellement des produits intermédiaires qui sont le gaz de synthèse, des alcools, ou ce qu'on appelle les bio-huiles. Vous avez également le produit final, ici, et vous avez, disons, l'état de la certification. Donc il y en a qui sont certifiés, il y en a deux ou trois qui sont certifiés. Alors ce qui est intéressant de constater, ça fait un écho pour Gérard, c'est que l'hydrogène, on ne veut pas l'utiliser, le stocker à bord d'un avion, ça pose trop de problèmes. Par contre, il apparaît toujours dans la fabrication des biocarburants. Il faudra de l'hydrogène et c'est un peu pour ça que ça coûte cher. Bon, là, je passe. C'était juste pour vous indiquer que toutes les huiles ont la même structure chimique. Ce sont ce qu'on appelle des triglycérines, c'est-à-dire des chaînes hydrocarbonées qui sont pontées ici, et c'est là où il y a l'oxygène. Donc on fait réagir avec l'oxygène n'importe quelle huile, et on trouve des alcanes, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de fabriquer du carburant. Bon, là, je passe. Alors, les filières, on peut les comparer. Il y en a qui sont plus ou moins intéressantes, il y en a qui nécessitent beaucoup de consommation énergétique, d'autres un peu moins. Il y en a qui sont plus coûteuses parce que le coût, en particulier des huiles, est très cher. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le coût des huiles a tendance à s'aligner sur le coût de l'énergie. Donc vous voyez qu'il y a un couplage un peu difficile. Alors ici, cette planche, on a mis beaucoup de temps à la faire, avec IFP, EN et puis Total. Ça vous montre qu'il y a des rendements de conversion. C'est-à-dire quand on parle d'une certaine masse, par exemple de poids sec, ben on ne va pas obtenir 100% de carburant. On va obtenir, si on fait du biojet, 10%. Par contre, il y a des... Par exemple, si on parle d'huile, ça sera beaucoup plus important.
Donc ça, il faut l'avoir en tête lorsqu'on va devoir définir la quantité de biomasse qu'il faut pour produire une certaine quantité de biojet. Eh ben, il faudra tenir compte de ces rendements. Puis il y a de nouvelles ressources. On pourrait par exemple valoriser le CO2, mais avec beaucoup d'énergie, par exemple l'énergie solaire, et beaucoup d'hydrogène. On retombe encore sur l'hydrogène. Bon, le développement des filières, bon, il faut bien avouer qu'actuellement c'est au stade des pilotes, c'est-à-dire des petites installations, hein, où c'est produit à petite échelle, même si c'est certifié, mais actuellement on n'en produit pas en grande quantité. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a suffisamment de biomasse pour faire du biocarburant qui puisse satisfaire les besoins du transport aérien? Alors là, ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de prévisions, mais elles sont très dispersées. Alors, on parle de la production de biomasse sur la Terre, par exemple, un chiffre hypothétique. On sait qu'on ne peut pas récolter toute la biomasse, et puis, par exemple, on doit en laisser on laisse de la paille sur les terrains, ça permet de les entretenir. Il y a des usages traditionnels, par exemple, on utilise le bois pour faire de la chaleur, voire de l'électricité, et il y a des rendements de conversion. Donc, lorsqu'on aligne toutes ces hypothèses, on s'aperçoit que si on veut produire du biocarburant, tout usage confondu, c'est-à-dire y compris le routier, on a des chiffres qui s'échelonnent entre 160 mégatonnes par an et 460, c'est-à-dire une dispersion d'un facteur 3. Donc il y a quand même un certain nombre de progrès à faire pour essayer de préciser tout ça. Alors les ressources françaises, on utilise déjà 6% de nos terres arables pour les carburants routiers, et on a peu de possibilités d'en avoir beaucoup plus, peut-être 2 ou 3%. C'est une industrie qui est déjà très structurée. Il n'y a qu'une seule ressource qui pourrait croître, c'est la betterave. Parce que pour des raisons historiques, l'Union européenne avait perdu un contentieux devant l'OMC pour ses exportations de sucre alimentaire, et donc a été obligée de freiner la production de betterave. Donc on pourrait réaugmenter la production de betterave. Tant pis pour les routes dans le nord, enfin c'est assez autre chose. Il y a des terrains côtiers qui sont relativement peu exploités pour faire des halophytes, des algues, micro-algues. Et on a une forêt qui est assez importante, mais qui est assez mal gérée. Notamment, il y a des obstacles administratifs, parce que les forêts sont soit domaniales, soit communales, soit privées. Et beaucoup de forêts privées, c'est des petits propriétaires, et ils n'ont absolument pas les possibilités d'en faire quelque chose de plus important. Bon. Alors, les concurrences d'usage, elles sont nombreuses. Il faut éviter le débat biocarburant contre nourriture. Il y a des concurrences traditionnelles, la location énergétique. Est-ce qu'on utilise le chauffage, l'électricité pour faire des biocarburants? Le transport routier consomme déjà pas mal, il consomme beaucoup plus que l'aérien, à peu près 6,5 fois plus en France. Et alors, ce qui est assez ennuyeux, au moins pour les biocarburants, c'est que maintenant l'agriculteur veut faire des bioraffineries et valoriser de façon optimale ses produits et ses déchets. Donc pour faire des biomolécules, des biomatériaux, des bio-ingrédients qui ont une valeur ajoutée très supérieure aux biocarburants. Donc il y a des arbitrages technico-économiques qui seront nécessaires. Alors, en prévision de la COP21, il y a 2 conseils généraux, le CGEDD, Conseil général de l'écologie et du développement durable, et le CGAAER, Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, qu'on fait un bilan des possibilités des carburants aéronautiques en France. Et je vous invite à le lire. Je vous donnerai les références si vous voulez. Ça ne va pas dans le sens du transport aérien, très clairement. Bon, le coût des biojets n'est pas compétitif. Alors,
Souvent, c'est des chiffres qui sont peu fiables, qui proviennent de calculs. Bon, ça, c'est le prix du biojet en fonction du temps. Alors, ça, vous voyez, c'est comme le pétrole, ça varie. Alors, il faut voir le prix, c'est le prix du pétrole, du jet fuel. C'est le prix du pétrole plus un coût de raffinage. Alors, non seulement le prix du pétrole fait le yo-yo, hein, mais le coût de raffinage également varie. Donc ça fait des choses assez bizarres. Ici, c'est exprimé en dollars par gallon. Et là, si vous transformez en dollars par baril, bah, au maximum, on est arrivé à 164 dollars par baril. Et actuellement, on doit être un peu en dessous de 70 dollars par baril. Donc vous voyez qu'il y a des... Or, le jet fuel conventionnel, c'est la référence. Il faudrait fabriquer des biocarburants qui soient moins chers. Et ce n'est pas le cas. Donc actuellement, on peut dire que si on part d'une même ressource, qu'on fabrique du biodiesel ou un biojet pour aéronautique, eh bien le biojet est toujours 30% plus cher. Bon, on peut dire qu'actuellement, les biocarburants sont à peu près 2 fois plus chers que le jet fuel conventionnel. Donc ça n'encourage pas les utilisateurs, ça n'encourage pas les investissements, surtout qu'il faudrait faire beaucoup d'investissements pour produire des biojets à la hauteur de la consommation du transport aérien. Et puis, il n'y a aucune incitation gouvernementale, notamment en France, des petits projets, Biotifuel et Saint-Dièse. Donc il y a des questions systémiques qui existent et qui n'ont pas encore reçu de réponse, ni en France, ni en Europe. Alors, j'ai passé mes conclusions, je repasserai le micro à Gérard. Bon, théoriquement, les biocarburants aéronautiques ont le potentiel pour répondre à tous les défis posés. Il y a pas mal de filières, comme je vous ai montré. Certaines sont certifiées, certaines sont en développement. Les difficultés, c'est que la biomasse récupérable n'est pas en quantité limitée. Il y a de nombreuses concurrences d'usage, d'où la nécessité d'arbitrage, qui n'iront peut-être pas dans le sens du transport aérien. Le prix est loin d'être compétitif, surtout dans la période actuelle, et il manque des incitations économiques pour encourager des sociétés à investir dans ces choses. Donc, de mon point de vue, mais je peux me tromper, le déploiement industriel des biojets sera lent, probablement pas à la hauteur des objectifs internationaux très ambitieux qui vous ont été présentés. Merci. Je peux revenir sur la planche précédente qui était la conclusion de la première partie, mais bon, je crois que je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on ne voit pas trop comment on va pouvoir se passer de biojet, et la consommation augmente beaucoup et augmentera plus que ce que les personnes avaient prévu il y a quelques années, surtout si les gens continuent à vouloir voyager. Parce qu'en définitive, ce n'est pas les carburants, ce n'est pas les avions qui consomment de l'argent, qui consomment du carburant, c'est les gens qui veulent voyager et utiliser les avions. Si on ne veut pas utiliser les avions, ils resteront, ils ne consommeront rien. Bon, si vous avez quelques questions, une ou deux, sur la partie de Paul, posez-les tout de suite parce qu'il doit partir. Je suis tout oui. Manola. Quand tu as parlé des algues tout à l'heure, tu as parlé des milieux côtiers. Mais je croyais qu'il y avait des filières qui utilisaient des réacteurs qui pouvaient être développés en dehors des terres arables. Tu as tout à fait raison. On peut effectivement cultiver des microalgues dans des bassins. On peut même les cultiver dans des bioréacteurs, donc un peu loin de la mer, tu as raison. Le problème, c'est qu'il faut, d'une part,
faire la récolte des algues qui mangent de l'énergie et surtout les sécher. Et ensuite extraire l'huile de microalgues. Et finalement, l'huile de microalgues, actuellement, c'est 10 fois par unité de masse le prix d'une huile ordinaire. Et voilà. Donc ça pose des problèmes. Enfin, économiquement, c'est pas encore, disons, concurrentiel, on va dire ça, compétitif. Oui, bonsoir. Concernant vos calculs sur les biocarburants, est-ce que vous avez fait, pour l'exemple, un calcul du nombre de millions d'hectares en France qu'il faudrait transformer en production de biojet pour pallier à ne serait-ce que la consommation actuelle de kérosène? Et la petite question subsidiaire, est-ce que dans le cycle de vie, vous avez pris en compte je dirais, toute l'utilisation d'engrais qu'il faudrait appliquer pour obtenir des rendements relativement stables dans le temps? Je n'ai pas fait ces calculs moi-même. Effectivement, si on voulait faire des récoltes qui permettent de faire des biocarburants pour les besoins uniquement français, il faudrait multiplier par 2 ou 3 les terres arables qui sont actuellement utilisées pour les carburants routiers, et c'est pas possible. Bon, après, dans la méthodologie des analyses de cycle de vie, effectivement, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs dont je n'ai pas eu le temps de parler. Il faut tenir compte des problèmes de changement d'affectation des sols, de façon directe ou indirecte. Si j'avais le temps, je vous expliquerais tout ça. Il faut faire également utiliser, disons, prendre en compte les intrants, donc les engrais dont vous parlez, c'est tout à fait vrai. Et puis il y a un gros problème au niveau de l'agriculture, c'est que c'est le problème des coproduits. Et là, personne n'est d'accord pour savoir comment on valorise les coproduits, soit au niveau énergétique, soit au niveau budgétaire. Il y a des coproduits, par exemple, lorsqu'on fait des biocarburants routiers, du biodiesel, eh bien, on fait des tourtes pour l'alimentation animale. Et ça, c'est beaucoup. Les paysans ou les agriculteurs sont très intéressés par la valorisation de ce coproduit et beaucoup moins par les biocarburants. Voilà. Excusez-moi, vous n'en avez pas du tout parlé, bon, c'était sans doute pas dans le sujet, mais est-ce que l'Académie de l'air et de l'espace s'intéresse aussi à ce développement dont on parle encore peu, mais tout de même, il semble qu'il y ait des grosses avancées pour le retour des dirigeables, des gros dirigeables, et qui consommeraient très peu et qui pourraient être très intéressants pour le transport lourd, sans évidemment de grosses dépenses d'énergie. C'est sûr, bon, je termine, c'est sûr que l'on est encore sous la hantise des fameux accidents gravissimes d'avant la guerre, de l'incendie, etc. Bon, mais il semblerait qu'il y ait peut-être un futur. Je ne sais pas si l'Académie de l'air et de l'espace s'intéresse à ce sujet-là. Alors, je peux vous parler, pour dire qu'à Airbus, dans les années, au moment du boom pétrolier, au moment où les pétroliers ont gagné beaucoup d'argent, en particulier au Nigeria, ils avaient les cargos qui venaient livrer le matériel avaient le matériel qu'avaient acheté avec l'argent du pétrole ces pays-là, étaient obligés de rester quelquefois plusieurs mois en face du port parce qu'ils ne pouvaient pas débarquer, parce que les longueurs de quai n'étaient pas suffisantes. Et on avait étudié des dirigeables pour pouvoir transporter les marchandises de ces cargos jusque sur les quais des ports. Mais ce n'est pas aller beaucoup plus loin, et ensuite ça pose quand même beaucoup de problèmes. Comment, par exemple, comment aller de Toulouse à Narbonne par Vendotan avec un dirigeable. Bon, c'est anecdotique, mais il faut quand même y penser. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes, et au-delà de la construction elle-même de la machine. Et de toute manière, ça fait partie de ce que j'appellerais, pour moi, des fausses bonnes idées. Ça sortira tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Il y aura un projet, et voilà. Et il y en aura toujours. Hein. De toute manière, je ne me fais pas de soucis. Hein.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Connaît-on la proportion de consommation des armées de nos différents pays par rapport à tout ce qui est en transport aérien? Si vous avez regardé mes planches, il y a IATA, la production de transport aérien, et au-dessus, il y a la production. Ça représente les armées plus l'aviation d'affaires. Il n'y a pas que les armées, il y a l'aviation d'affaires et tout ça, ça représente à peu près une 10-12%. 12 ou 13, bon, on va pas, ça va dépendre des années. Hein. Quand on rapatrie de l'Irak toute l'armée américaine, ça va être un peu plus que les autres années. Moi, je voudrais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qu'il en est du roulage électrique des avions? Alors, bon, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça représente une économie? Et en termes de pollution aussi? Le roulage des avions est très intéressant, à condition que vous vouliez aller de Paris Charles de Gaulle à Francfort. Parce que là, vous avez 20 à 30 minutes de transport. Mais il faut savoir que de toute manière, les transports de taxi. Mais de toute manière, on ne pourra pas utiliser ces 37 minutes pour pouvoir avec ce roulage automatique, parce que les motoristes demandent à ce qu'on garde les moteurs allumés au ralenti au moins 5 minutes. Pour des questions de température, pour éviter que les rotors se coincent, en refroidissant différentiellement. Donc si vous prenez un vol Orly-Toulouse, je l'ai fait plusieurs fois, il ne sera jamais utilisé. Donc, c'est intéressant, on peut gagner 3-4%, bon, on a tous fait le calcul, hein, quand il y a demi-heure à chaque bout de taxi, mais ce n'est pas le gain net, parce qu'il va falloir transporter, ça va peser 300 kilos cette affaire-là. Donc, il faut transporter, ça, en plus ça tombe en panne, en plus, c'est cher. Donc, en définitive, quand vous faites le bilan économique normal, il faudrait avoir des avions dédiés. Je ne fais qu'avec cet avion, telle ligne, Paris-Londres, Paris-Francfort, Francfort-Hambourg, et ainsi de suite. Tous les autres avions ne servent à rien. Ce qui veut dire qu'une compagnie aérienne ne peut pas avoir des avions spécifiques parce qu'elle a envie de pouvoir se promener, et même mettre les avions où ils veulent. Donc, très bonne idée, mais fausse. Bonsoir. J'ai une question au niveau de... On annonce depuis quelques années, ça monte un petit peu ça commence à faire le buzz. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution, entre guillemets, du graphène dans tout ce qui est électricité? Qu'est-ce que vous entendez? Alors moi, je suis pas électricien. Hein, vous avez pu, Actuellement, on fonctionne principalement sur tout ce qui est en électronique, sur des batteries lithium-ion. Oui. Et il semblerait que beaucoup d'industries travaillent dans les téléphones portables, ou tout ce qui tourne autour des batteries, sur des batteries en graphène. Donc arracher la couche extérieure du graphite pour avoir juste un Je ne connais pas, et ce n'est pas encore arrivé, je dirais. Ce n'est pas arrivé dans le cercle industriel pour des batteries importantes, parce que vous avez vu quand même les masses. Même sur l'IFAN, vous avez 160 kg de batterie. Donc aujourd'hui, il faut regarder, il y a plusieurs choses à regarder. D'une part, la densité, l'énergie spécifique, et ensuite, derrière, il y a tout le problème de la sécurité. Bon, vous avez tous entendu parler du 787, qui a eu des problèmes. Pourtant, le 787, il n'était pas très performant. Les batteries, c'était 80 Wh par kilo. Une fois qu'ils ont fait toutes les modifications, ils sont descendus à 30, c'est-à-dire pratiquement les mêmes que que les batteries classiques de Captium. Je pense que de toute manière, quand ils réfléchiront un peu plus, ça a été fait très rapidement. Mais le jour où ils optimiseront un peu mieux, ils remonteront peut-être à 50, ils remonteront. Mais de toute manière, ça n'ira pas. Le chiffre que je vous ai montré, à peu près, que d'ordre de 200, 300, à mon avis, il n'ira jamais au-delà de ça pour des packs batteries. Alors, le rapport est de 80 à peu près. C'est-à-dire que 1 kg de kérosène produit 48 000
mégajoules par kilo. Mais en gros, c'est un rapport 80. Vous produisez 80% plus d'énergie. 80 fois plus d'énergie avec 1 kg de kérosène qu'avec 1 kg de batterie. Alors après, on va discuter des rendements derrière qui sont différents, mais avant de remonter ce taux de 80, il faut beaucoup de choses. Oh, je ne vais pas parler de Solar Impulse. Si vous voulez, j'ai une planche. En gros, le Solar Impulse, ça serait intéressant. On pourrait, pour pouvoir utiliser un Solar Impulse pour un avion, il faudrait que le produit irradiance du soleil multiplié par le rendement, les rendements sont déjà de 20-25%, donc on ne pourra jamais monter au-dessus de 1. Donc il faut augmenter de 400. Donc on sera grillé avant même de. Ça veut dire que l'irradiance du soleil aura dû être multiplié par 100 ou 200, parce qu'il a quand même 200 mètres carrés pour transporter une tonne 6. Un avion comme un ATR a au grand maximum 50 mètres carrés de disponible pour transporter 16 tonnes. Et ensuite, beaucoup plus vite, parce que là aussi, il y a la vitesse qui compte. Et on va quand même 7 fois plus vite avec un ATR 42 qu'avec un Solar Impulse. Donc, en définitive, comme je vous dis, ce n'est pas un problème, on sera grillé avant, c'est le jour où on arrivera. Donc, c'est évident que Monsieur Picard se fait payer un beau jouet par la communauté dite scientifique. Après, mais l'important, c'est si le Solar Impulse permet de gagner 1 point ou 2 points de rendement au niveau des cellules photovoltaïques pour le même prix, quand on multipliera par toutes les cellules photovoltaïques qu'il y a dans le monde, on aura payé l'investissement. Il faut pas, mélangeons pas les choses. C'est un objet. C'est un outil de recherche, c'est un objet de recherche, c'est un objectif qui permet de chercher. Mais on ne fera jamais d'avion. Mais par contre, ça fait le buzz, ça fait la publicité, et de ce fait, peut-être qu'avec ça, il a des retombées financières plus facilement que s'il ne faisait pas. Et personne ne l'a. Après, il s'amuse. Lui s'amuse avec son équipe, c'est tout. Non, sur quoi? À part le rendement, tout le reste c'est connu. Non, mais la technologie se résume en 3 choses pour moi. La masse d'un avion, c'est-à-dire les caractéristiques des matériaux. Ils n'inventent pas de caractéristiques de matériaux pour un Solar Impulse. Quand on voit l'argent qu'on dépense dans les sociétés aéronautiques sur les matériaux, je peux vous dire que ça marche en centaines de millions d'euros par an. C'est pas ce que nous apportera le Solar Impulse qui va aider. C'est pas l'aérodynamique. L'aérodynamique, c'est pas ça, ça n'apportera rien. Alors une fois qu'on a dit rien sur la consommation, rien sur l'aérodynamique et rien sur les matériaux, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Non, mais attends, mais il faut les gagner les pourcents, il faut les gagner un par un, et c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans. À la preuve, on consomme 2 fois moins qu'un 727, globalement, pour faire une mission. Bon, comme vous voulez. Il y a une question au fond là-bas. On va la prendre. Allô. On va l'écouter. Non, juste, je voulais dire que si le pétrole est aussi cher en 2050, il y aura peut-être quand même une baisse de la fréquentation des avions. Enfin, ça serait peut-être raisonnable que tout le monde ne voyage pas en avion et que voilà. Voilà, mais vous avez vu, même avec 3, même avec 250 dollars le baril, qui est beaucoup plus cher, le ratio continuera de l'évolution du niveau de vie, qui sera presque de 3. Donc, ce sera déjà au-delà. Tout ce que j'ai dit reste valable avec un pétrole à 200 dollars. Et si c'est 80 dollars, alors là, ça sera pire.